Bonjour, dans cette quatrième vidéo, on va s'intéresser de plus près aux composants. On a vu dans la première vidéo comment installer React et à quoi ça servait. On a vu dans la deuxième vidéo comment créer un composant. Dans la troisième vidéo, on s'est rapproché un peu du composant et on a vu la partie visuelle du composant, le rendu, notamment la découverte du JSX. Dans cette quatrième vidéo, on va voir qu'un composant peut être composé de plusieurs composants. On va avoir des composants qu'on va dire parents qui vont pouvoir posséder à l'intérieur d'eux des autres composants enfants. Ça va permettre notamment de factoriser notre code au maximum et de réutiliser des composants dans d'autres composants. La question va donc se poser, comment passer des données du parent, donc du composant parent au composant enfant. Et puis enfin, on va aussi voir comment du composant enfant, on peut remonter des informations au composant parent. Cette vidéo est donc la suite des 4 vidéos sur React, l'un des frameworks web les plus populaires en ce moment en JavaScript. Découvrons dans une première partie la théorie. On fera bien évidemment en parallèle la pratique. C'est parti. React est un framework JS et dans les premières vidéos, on a déjà vu comment se composer un composant. En React, il est possible, dans le rendu d'un composant, de positionner plusieurs composants enfants. Il est possible de passer des paramètres à cet enfant, et avec certaines méthodes, il est aussi possible qu'un enfant remonte des informations à son parent. Le principe de base est le suivant. Un composant est toujours composé d'une fonction principale, de hook, de useState, et ce qu'on a vu dans la vidéo 3, d'un peu de JSX pour former le rendu. Un composant enfant est un autre composant. Il va donc être développé aussi dans un autre fichier qui possède exactement les mêmes informations qu'un composant parent. C'est en fait la même chose, mais dans le rendu du composant parent, on va pouvoir faire référence au composant enfant. C'est-à-dire qu'un composant parent va pouvoir posséder plusieurs composants enfants. Au niveau du code, tout se passe dans le fichier source au niveau des composants, du dossier composant. Ici, par exemple, je crée un composant parent. C'est un composant fonctionnel, il possède donc une fonction, et dans cette fonction, il possède ici un return avec du code JSX qu'on a vu dans la troisième vidéo. Le composant est tout simple, il ne possède pas de hook ni de states, il ne compose rien, mais il est composé d'un enfant. Et cet enfant, il est déclaré dans un autre fichier, donc dans un deuxième fichier, on a l'enfant qui se positionne ici. Et en fait, on remarque tout de suite deux choses, c'est que les composants sont séparés dans des fichiers différents, mais que l'appel d'un composant se fait comme un composant finalement HTML dans une balise ou un chevron ouvert-fermé avec le slash et le nom du composant. On va s'attarder au code plus tard. Voici un exemple HTML du rendu du composant parent. On a donc le composant parent avec son titre H1 composant parent et l'enfant qui est à l'intérieur va posséder une div et ici un H2 et un paragraphe composant enfant. Ceci est le composant enfant qu'on retrouve ici. Donc au niveau HTML, en fait, on a l'impression que c'est une page HTML, un composant standard ou même une page standard, mais cette page, en fait, derrière, il y a plusieurs composants qui sont imbriqués les uns avec les autres. Le H1, on le voit bien ici, et le H2 de l'enfant se positionne ici. Et on voit bien dans le code final que le composant enfant est bien à l'intérieur d'un composant parent. Donc au niveau de la structure HTML produit à la fin quand le React est compilé, forme un fichier HTML bien hiérarchisé. Alors pourquoi ne pas faire un composant directement de base tout seul? Bien la raison, elle est purement au niveau du développement, purement technique, c'est que notre code a besoin d'être factorisé pour pouvoir réutiliser des composants. C'est la raison numéro 1. Par exemple, imaginez un composant formulaire avec un composant, une sorte de petit gadget qui permet de changer une couleur avec des petites pastilles. Eh bien, si dans le formulaire parent, on a besoin de plusieurs champs qui ont besoin de cette petite pastille pour changer de couleur, eh bien, on va faire appel à 3 fois au composant enfant. On a donc un seul fichier composant enfant et un seul fichier composant parent qui fait référence au composant enfant. Si on a besoin de modifier en même temps une des couleurs ici, on n'a qu'à modifier à un seul endroit. Le code est donc factorisé. Imaginons maintenant un formulaire avec plusieurs zones et un composant enfant. Le parent peut envoyer des informations au composant enfant grâce notamment aux props. C'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir définir ici dans mon exemple une couleur par défaut. Ça serait bien que le parent envoie aux 3 enfants qui le contiennent une couleur par défaut. Parce que ce composant ici, l'enfant, peut être lui utilisé dans un autre formulaire. Du coup,
Le parent va passer la couleur va arriver dans l'enfant en guise de paramètre et l'enfant va pouvoir faire son rendu selon la couleur qui a été passée en paramètre. Alors comment faire cela? La première chose, c'est de déterminer une variable. Ici, on a déclaré une constante parce que cette variable ne bouge pas et on va lui attribuer, par exemple ici dans mon cas, une couleur. Mais on aurait pu lui donner un texte, un champ, un tableau. Bref, l'idée c'est de vous montrer qu'on peut passer une donnée. Moi, je passe une couleur pour que ça soit plus visible et qu'on comprenne le principe. Donc je déclare une couleur et dans le composant enfant, je vais passer cette couleur, ce qu'on appelle une props, c'est-à-dire, on va dire, un paramètre, une propriété. En React, on appelle ça des props. Donc là, la couleur est passée comme une props. Et du coup, en fait, la couleur va aller ici, entre crochets, donc on est bien sur la variable, hein. Ici, la variable couleur se retrouve ici. Et la couleur, c'est le nom de la props. Et ça tombe bien parce que quand on déclare l'enfant, dans la fonction, on va dire qu'on va utiliser les props. D'accord, c'est propre au mécanisme de React. Et pour accéder aux paramètres qu'on a passés, eh bien c'est comme un objet, on lui donne le nom. Donc là, le nom, c'est la couleur, et pas couleur, hein. C'est la couleur, le nom de la variable. Ça permet, comme props est un objet, de passer autant de variables qu'on veut. Une couleur, une taille, donner un tableau, un login, un mot de passe, enfin ce que vous voulez, à votre enfant. Alors je ne vais pas remontrer comment installer React, j'imagine que c'est déjà fait pour vous, sinon il faut retourner dans la première vidéo. Mais je vais quand même remontrer vite fait les étapes importantes pour créer un nouveau projet. Comme ça, il n'y a pas de problème. Déjà, on va faire Open Folder. On va choisir son dossier. Préférez quand même un dossier en minuscule, sinon vous allez devoir recommencer. Démarrer un nouveau terminal sur VS Code et entrer la commande suivante. La commande, c'est npx create react-app, point parce que c'est le dossier racine. Si j'avais voulu créer le projet dans un sous-dossier, j'aurais mis un nom de sous-dossier et il aurait créé le sous-dossier automatiquement. Une fois qu'il va compiler, il va créer tous les fichiers de mon projet et puis je vais justement ensuite démarrer le serveur de développement qui va pouvoir me faire la visibilité directement sur le navigateur. La commande pour démarrer le serveur, c'est npm start. Il va nous donner normalement, donc le serveur démarre normalement dans une autre fenêtre et l'idée c'est d'avoir le tout en même temps, un double screen ou ce que vous voulez pour bien programmer. Je n'ai plus besoin de la console ni du terminal, je n'ai plus besoin du fichier welcome. Par contre, dans source, j'ai besoin de créer un nouveau dossier composant. Et dans composant, je vais créer deux composants, donc mon parent.js, parentComponent.js, et je fais la même chose pour le shield. Shield, ça veut dire enfant. ShieldComponent.js. Composant. Donc voici les deux composants que j'ai créés dans le dossier composant. Donc dans le dossier composant. Le shield, l'enfant, donc juste un composant de base qui fait rien à part afficher composant enfant. Et un composant parent ici qui importe le composant enfant qui est dans composant shield component. Et puis voilà. Pour passer une donnée, j'ai créé une constante ici que j'ai appelée data from parent et que j'envoie dans la propriété data du composant enfant. La propriété du parent, elle est dans props, et props est un objet avec la data. Et normalement ça, je vais appeler le composant parent dans mon index. Le composant app, j'en ai plus besoin, c'est celui-ci par défaut. Donc je vais le supprimer. Il ne va pas être content puisqu'il n'y a plus de composants. Et dans index dans le départ, ici, je vais faire appel au composant, donc je vais l'importer ici toujours pour qu'il sache où le mettre. Donc je vais importer le composant parent component. Il est dans le dossier composant parent composant et il s'appelle parent composant. Donc là je sauvegarde. Donc j'ai fait quelques petites erreurs dans ma présentation. Attention, les deux fichiers doivent bien posséder le .js pour être bien pris en compte. Quand vous faites le parent, vous devez importer l'enfant avec le chemin de fichier comme ils sont l'un à côté de l'autre ./ et vous devez pas mettre d'erreur dans l'import des fichiers. Et pour l'enfant, vous devez bien l'appeler shield component parce que c'est ce nom qui est appelé ici. Et dans index, le démarrage projet, il va chercher la div root comme on a vu dans la deuxième vidéo. Et au niveau du rendu du projet, il va démarrer le composant parent composant. Donc c'est ce qui se passe ici. J'ai bien une donnée du parent qui arrive du parent dans l'enfant. On voit bien que le composant enfant est à l'intérieur du composant parent et qu'il possède donc une propriété qui vient du parent. Si je prends le parent et que je modifie la propriété et que je mets Toto du parent et que je sauvegarde, Toto du parent
arrive bien au niveau de l'enfant. Exercice pour comprendre le passage de données d'un composant parent à un composant enfant est le suivant. On va reprendre le composant formulaire d'un input avec un login et un mot de passe en input. Et on va essayer d'ajouter un petit composant enfant à l'intérieur qui affiche une zone avec une couleur. Et le but, c'est que lorsque le login et le mot de passe est renseigné, donc ça on peut très vite le savoir avec une méthode et un événement sur le login et le mot de passe, on met un événement et on récupère la valeur de l'input et on voit si elle est vide ou pas. Et si ces événements sont lancés, on va appeler, on va rechanger le paramètre qu'on envoie à l'enfant et puis on va passer d'une couleur par exemple de gris par défaut à vert. Le but c'est d'activer le composant pour qu'il devienne vert quand les données du formulaire sont remplies. Ça va être très utile pour plus tard. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un enfant peut lui aussi envoyer des données aux parents? Alors la réponse est oui, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors attention, quand je dis beaucoup plus compliqué, c'est que pour l'appréhension et la compréhension du code, une fois qu'on a compris le fonctionnement de React et de ce mécanisme, voilà, c'est assez simple et on comprend vite pourquoi. C'est juste qu'il y a plusieurs étapes pour que tout fonctionne. Mais vous allez voir que les bases JavaScript doivent être solides car on les utilise pour faire ce mécanisme de remontée de données entre un composant enfant à un composant parent. Donc comment passer les informations d'un composant parent à un composant enfant? Alors déjà, plutôt que de passer une information de variable à l'enfant, on va non pas utiliser une variable de type chaîne ou de type tableau ou de type objet, on va envoyer une fonction. Ça va être ça la grande idée. Et puis l'enfant va utiliser cette fonction, et en fait la fonction, elle est programmée pour modifier quelque chose du parent. Donc si l'on modifie quelque chose du parent, l'information doit être stockée quelque part. On va le stocker dans son état. C'est pour ça qu'on doit rajouter un état dans le parent. On va l'appeler parent_data. Donc ça va être bien sûr un état qui va être modifié par la méthode setParentData, qui permet d'afficher quelque chose ici dans le composant parent. Ensuite, plutôt que de passer une variable, on va passer une fonction. Donc là, je passe une fonction qui est la suivante. Elle attend, donc c'est une fonction fléchée, pour un raccourci JavaScript. Elle entend en entrée une variable qui va s'appeler data_from_child. Et cette variable qui est en entrée, elle va aller être injectée dans la méthode setParentData, qui est la méthode de l'état du parent. Ainsi, tout ce qui va rentrer en paramètre de la fonction va être injecté dans l'état du parent pour aller modifier l'état du parent pour qu'il soit affiché ici au niveau du rendu du parent. Au niveau de l'enfant, on va créer un bouton pour pouvoir activer quelque chose. Et on va activer sendData, une méthode. La méthode, donc sendData, c'est une fonction fléchée qui est sauvegardée dans la variable sendData ou la constante sendData, qui sera exécutée au clic. Et cette méthode, elle va charger la fonction qui a été passée en paramètre dans le parent. Ici, le parent crée un composant enfant et passe en paramètre, donc en props, une fonction couleur. Je vous rappelle que la fonction couleur ici a été injectée dans la variable constante couleur qui est ajoutée aux props de l'enfant. Du coup, dans les props de l'enfant ici, on retrouve bien la propriété la couleur et on va lui passer quelque chose. Ce quelque chose va aller dans la fonction, va aller du coup dans le set parent et va aller du coup changer le composant du parent. Donc je répète, sendData va exécuter une fonction anonyme stockée dans une variable sendData où on va accéder à la probs qui, elle, a été chargée ici. Et la fonction qui avait été envoyée aux parents est issue d'une fonction qui était stockée finalement dans la variable couleur. Ensuite, dans cette fonction, il y a un appel à la méthode setParentData qui est la méthode de l'état du parent qui permet du coup de modifier parentData pour qu'il soit affiché dans le parent. On passe par ici, par là, par là, par là. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 changements d'échange de variables. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais par contre, une fois que c'est construit, c'est solide. Alors c'est super compliqué, oui, mais la première fois. Après, on reproduit ce pattern, et ce pattern est fiable. Pour les débutants, on impose ce formalisme, ce pattern, un peu compliqué, mais qui ne procure pas d'erreur dans le code quand on l'utilise beaucoup. Il existe d'autres méthodes que l'on ne verra pas dans cette vidéo, mais qui permet d'utiliser d'autres mécanismes. Le problème, c'est quand ces mécanismes sont mal utilisés, eh bien, le code devient vite imbuvable et beaucoup de bugs se produisent.
La raison d'utiliser la méthode que l'on vient de voir précédemment, un peu compliquée certes, mais elle est extrêmement fiable. C'est-à-dire qu'une fois que ça marche, ça marche. On peut le reproduire plusieurs fois, il n'y aura pas de problème. Je vais juste revenir sur l'ensemble des 2 composants. On a vu ici qu'un enfant pouvait envoyer une information et modifier l'état du parent, mais le problème, c'est qu'une fois que l'état du parent est modifié, React va automatiquement remodifier son rendu. Si on modifie son rendu, ça rappelle le composant enfant et donc ça va reformuler le rendu de l'enfant. Si bien que lorsque vous codez, si des variables modifient l'état du parent, qui modifient le rendu du parent, et si jamais vous injectez d'autres variables qui influent sur le rendu de l'enfant, bah vous allez faire une boucle infinie. L'enfant va modifier le rendu du parent et le parent va lui modifier le rendu de l'enfant qui va lui-même remodifier le rendu du parent et ainsi de suite. Et ça fait ramer énormément les applications React. Alors React lutte contre ça, il y a des mécanismes automatiques qui font qu'à un moment donné ça s'arrête. Quand il voit qu'il y a une boucle infinie, il va la stopper. Mais du coup, des fois on peut se retrouver avec 4 appels à la suite, alors que nous on voulait juste un échange entre les deux. Donc il va falloir faire ça, très attention à ça lorsqu'on développe et ça va être vos erreurs les plus récurrentes en React. C'est ce changement, de rendu qui va influencer sur les autres rendus qui vont eux-mêmes changer les rendus de ceux qui les ont influencés. Mais on voit ça avec le temps. Je reprends mes 2 exemples de tout à l'heure, avec mes 2 propriétés. Et là, je vais modifier pour envoyer une donnée de l'enfant. Alors, au niveau du parent, j'ai mis un nouveau titre, donc le titre initial du parent que je vais modifier lorsque je fais une action sur l'enfant. Donc j'ai mis un état que j'appelle title et qui est modifié par setTitle. J'ai fait une fonction anonyme qui attend un nouveau titre et qui va modifier l'état avec setTitle. Et en fait, le unTitleChange, je le passe en paramètre, vous voyez, à mon enfant. Donc mon enfant, il a data de la donnée du parent et il a aussi une autre propriété, unTitleChange, c'est-à-dire une fonction anonyme qui va être envoyée à l'enfant. Au niveau de l'enfant, maintenant, je mets un clic sur le composant enfant. Donc quand je vais cliquer sur le titre de l'enfant, ça va appeler la fonction handleClick de l'enfant. Et que fait cette fonction? Eh bien, elle va prendre la probs, mon enfant, donc la propriété, et elle va prendre en gros la fonction anonyme du parent qui était passé dans cette propriété. Et donc, je vais mettre un nouveau titre du parent dans cette propriété. Je vous montre le résultat. Maintenant, le composant enfant est ici, et le titre initial du parent est ici. Quand je vais cliquer sur le composant enfant, ça va modifier le titre du parent. J'ai bien envoyé une information au parent pour qu'il modifie son état. Donc voilà le code, je vais mettre ici en grand, que j'ai fait pour reproduire cet exemple. Vous pouvez vous aussi reproduire cet exemple tout simplement. Donc ici vous avez l'enfant et ici vous avez le parent. Je dézoome un peu pour qu'on puisse bien voir. Donc voilà les 2 codes qui permettent d'envoyer une donnée de l'enfant vers le parent. Voilà, à vous de modifier ce code et de l'améliorer pour que ce ne soit pas le titre qui change, mais une nouvelle couleur qui modifie le fond de vos composants. Les autres utilisations que l'on peut faire pour partager des informations entre un parent et un enfant et un enfant et un parent, c'est d'utiliser les références. Mais le problème, c'est que utiliser les références, c'est pratique, sauf que quand on les maîtrise pas bien ou qu'on ne maîtrise pas bien les mécanismes de React, on se retrouve vite à avoir des références qui font modifier les rendus du parent et de l'enfant en même temps et qui procurent des boucles infinies. On retrouve plus souvent ce problème que lorsque on l'on fait passer une information par une callback. Donc, si vous l'avez bien suivi, la technique d'avant, c'est de dire que c'est l'enfant va déclencher une fonction envoyée par le parent. Donc, on appelle ça, quand c'est une fonction de rappel, une callback. Et du coup, c'est la callback qui va modifier l'état. Il existe aussi les contextes API, mais le passage successif de probe à travers plusieurs niveaux de composants, ça devient vite compliqué. Du coup, on utilise un contexte, c'est-à-dire des variables qui sont contextualisées, qui sont communes à plusieurs, mais bon, ça demande une certaine technique et une certaine pratique du React un peu plus avancée. Et il y a les utilisateurs de gestionnaire d'état global, donc c'est plus le parent qui a un état et l'enfant qui a un état, on parle d'état global des deux. Mais c'est pareil, ça demande beaucoup plus de gymnastique et d'échange d'informations entre les deux. Et donc, quand on est débutant, il vaut mieux s'occuper des parents, des enfants, des petits-enfants composants, et puis de faire en sorte d'avancer tranquillement dans son application. En exercice, je vous propose de réaliser du coup l'échange d'informations de l'enfant
aux parents. Donc dans votre formulaire, on va reprendre le formulaire de login input et en fait, l'idée, c'est que l'enfant, dès que l'on modifie quelque chose, par exemple, une couleur dans l'enfant ou quand on clique, je vous propose de modifier l'état général du parent avec un exemple de votre choix. Donc l'idée, c'est que les enfants soient des inputs et que quand ils sont remplis, on informe le parent et si tous les inputs sont remplis, on passe le composant parent en vert, ça veut dire que le formulaire est valide. C'est par exemple une bonne idée de début d'exercice pour React quand on veut faire un formulaire de connexion. Dans la prochaine vidéo, je montrerai comment faire ces composants en utilisant React et on verra qu'il y a des bonnes et des mauvaises pratiques en utilisant l'outil ChatGPT. Dans une prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter comment on peut coder du React avec ChatGPT. Et justement, quand on est débutant et qu'on utilise ChatGPT un peu trop souvent, on a tendance à s'embourber dans ce qu'il nous raconte. Donc là, je vais vous montrer des astuces pour développer très efficacement avec ChatGPT, étape après étape, et vous montrer comment on peut faire pour s'en sortir quand on débute dans React et quand on débute la programmation avec l'outil ChatGPT. À bientôt.